Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut mes petits potes, comme dirait l'abbé Mauduit. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est l'ouverture à Pékin de l'Assemblée nationale consultative, un moment clé avant l'adoption du plan quinquennal 2026-2030. La deuxième puissance mondiale prépare son futur dans un contexte de guerre au Moyen-Orient qui bouleverse tous ses plans. 中方对当前中东地区紧张局势深表关切。近日，中方密集开展斡旋工作。中方认为，战争和武力无法从根本上解决问题，对话谈判才是解决问题的正确路径。 Alors comment l'attaque américano-israélienne contre l'Iran percute-t-elle les relations entre la Chine et la monarchie iranienne? Comment va-t-elle impacter l'économie chinoise et ses postures d'équilibrisme géopolitique? Nous en débattrons avant de vous retrouver, les équilibristes, des chroniques de fin d'émission, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Pour parler, Elisabeth, d'une grande nouvelle. Il y a 11 ans, Peugeot, les voitures, vendait le club de football Sochaux-Montbéliard. Eh bien, grande nouvelle, oui, Peugeot devient sponsor du club. Et évidemment, je vous sponsor une histoire de ma musette. Une révolution. Oh. Et vous, Marie? Moi, je vous parle d'un moment de la vie où le cerveau change à toute vitesse. C'est la grossesse. Des scientifiques espagnols ont essayé de comprendre... Cerveau des hommes, bien sûr. En tout cas, ils ont essayé de comprendre le fameux brouillard mental dont se plaignent certaines femmes enceintes. Ouais. À tout à l'heure. Et pour commencer, place à une maestra, une des plus grandes chefs d'orchestre contemporaines, la française Laurence Equilbet, créatrice du chœur Accentus, directrice musicale d'Insula Orchestra à la Scène Musicale, près de Paris, une passionnée, obnubilée par la transmission, la parité, Beethoven l'utopiste et le rayonnement européen. On la retrouve avec joie tout de suite. Laurence Equilbet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans 28 minutes. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Vous êtes une femme orchestre, comme le disent d'aucuns. Vous allez diriger les 26 et 27 mars prochains à la Scène Musicale la messe en si de Jean-Sébastien Bach. Est-ce que vous corroborez un mot du moraliste Émile Cioran qui disait « S'il y en a un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu ». Oui, c'est juste. Mais surtout cette œuvre qui est une œuvre monde, qui est vraiment une sorte de résumé de sa carrière, parce que dans cette œuvre, il a repris des choses qu'il avait déjà écrites. Et donc, c'est une forme d'accomplissement extraordinaire et que tout le monde admire. Et c'est vraiment une œuvre incroyable. Vous êtes prête? Oui, on est prêts. Oui. Bon. Alors, votre profil idéal, réalisé par Olivier Boucreux, et ensuite on parle de toute votre carrière et on remontera jusqu'à la Forêt Noire, à Laurence Equilbet. Laurence Equilbet, vous êtes chef d'orchestre, mais vous ne vous contentez pas de diriger. On n'est pas juste du tout les flûtes sur le si bémol. Hein. Vous créez, réunissez, transmettez. Alors que le chœur Accentus célèbre ses 35 ans et l'Insula Orchestra ses 10 ans, deux ensembles que vous avez fondés, vous avez l'oreille musicale et le profil idéal. La musique entre tôt dans votre vie, elle se chante à la maison. Père militaire, mère thérapeute, tous deux mélomanes et choristes, vous grandissez en partie en Allemagne près de la Forêt Noire, où naît votre nostalgie romantique entre nature et musique. Piano, guitare, flûte, chant, les instruments viennent vite, mais ce qui vous attire surtout, c'est comprendre comment la musique se construit. Je me suis aperçue que j'adorais vraiment étudier la musique dans son ensemble. Et vers 20 ans, je me suis déterminée pour la direction. Votre formation vous mène de Paris à Vienne puis Londres. Vous y forgez une conviction qui ne vous quittera plus. Diriger, c'est révéler l'œuvre, pas s'imposer à elle. Le son un petit peu moins, un petit peu plus... En 1991, vous créez Accentus, un chœur professionnel, pari audacieux en France. Il faut convaincre les institutions et durer. J'avoue que la première fois, par exemple, où j'ai monté les grandes pièces de Schoenberg, je me sentais un petit peu seule, quoi, parce qu'on était tous complètement novices. Bon, et c'est vrai que Accentus, maintenant, a une réputation internationale. En 2012, vous fondez Insula Orchestra, aujourd'hui en résidence à la Scène Musicale, des instruments d'époque pour retrouver la pensée des compositeurs, mais une vision contemporaine, spectacle immersif, dialogue avec le numérique. Avec Insula Camerata, une académie d'insertion professionnelle, vous préparez de jeunes musiciens à entrer dans le métier. Mais votre engagement est aussi politique. Dans un univers encore très masculin, vous défendez la place des femmes et programmez des compositrices longtemps effacées comme Louise Farenc, Émilie Mayer ou Louise Bertin. Pour vous, la musique transcende l'être humain, elle touche à l'harmonie de l'univers et exprime l'inexprimable. C'est vous.
Merci. Laurence Equilbé, je voudrais revenir 2 secondes sur votre enfance en Forêt-Noire, qui vous a beaucoup marqué par le néo-romantisme, la mélancolie et l'omniprésence des chorales. Vos parents, d'ailleurs, appartenaient à une chorale. Et vous dites qu'il y avait une vieille femme, dès qu'elle était en extase, elle louchait. Ça m'a beaucoup fasciné. On dit que les Allemands ont le sens du compromis, capables de comprendre l'autre, y compris sur le plan politique, grâce à leur pratique de la chorale, du chant en groupe. Ça vous semble pertinent comme analyse? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces pays germaniques, je dirais même jusqu'à la Scandinavie et les pays nordiques, ils ont un rapport au chant qui est très proche de l'Église ou même du chant populaire, parce qu'ils en font dès l'enfance, en fait. Ils font beaucoup de chants populaires, beaucoup de chorales, s'ils sont religieux, et donc souvent les protestants ont vraiment une pratique chorale incroyable, et qui est plus riche que celle des catholiques. Donc ils s'écoutent les uns les autres, et donc ils sont plus susceptibles d'accéder à cette notion de compromis. Ça veut dire quoi, diriger? Surplomber? Ça veut dire quoi? Je dirais en premier lieu comprendre l'œuvre, d'abord, et ensuite savoir quels enjeux elle quels enjeux comporte, contemporains même, presque. et quel message, qu'est-ce que voulaient nous dire les compositeurs à cette époque, ou bien si on compose aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voudra dire aux générations d'après. Et ça veut dire aussi rassembler les énergies, les émotions des musiciens et les guider un peu, parce que c'est vous qui avez la big picture, vous avez la grande image, et donc c'est vous qui comprenez pour des questions de balance et aussi de phraser, de qui guide à ce moment-là, qui ne guide pas, qui est plutôt compagnon de route, ça c'est vous qui le décidez. Est-ce qu'il est vrai que quand vous étudiez une œuvre, vous utilisez des Legos pour la matérialiser et pour mieux comprendre les dynamiques? Oui, c'est vrai. Je suis assez fascinée par la projection des formes, parce que les œuvres musicales, enfin les morceaux, on va dire, pour être plus simple, ont une forme la plupart du temps, et donc elle s'inscrit dans une forme de 3D en fait, dans votre tête. Et moi j'aime bien la matérialiser comme ça. Je sais que là je rentre par la porte et là je vais prendre un couloir. Et là, fascinant. Ouais, c'est assez amusant. Et votre orchestre, donc l'Insular Orchestra, joue avec des instruments anciens. En quoi ça change l'interprétation des œuvres du répertoire? Alors je dirais plutôt instruments d'époque, parce qu'ils ne sont pas forcément tous anciens, parce que même jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au début du XXe siècle, on change d'instrument dans toutes les périodes de l'instrumentarium. Et ce que ça change avant tout, c'est que, ça correspond beaucoup plus aux balances qu'avait imaginé le compositeur. Donc par exemple aujourd'hui, des cuivres modernes écrasent les cordes, donc ça ne marche pas. Et surtout, ça change la couleur aussi beaucoup, parce que c'est pas du tout les mêmes matériaux. Et surtout, il ne faut pas non plus penser qu'on joue en plus petit format, pas du tout, parce que les scientifiques ont prouvé que les publics du XVIIIe siècle, en fait, aimaient énormément entendre fort, et qu'il faudrait multiplier par 5 l'orchestre de Berlin à la Philharmonie de Berlin si on voulait écouter comme les gens de l'époque. Comme à l'époque. Donc, oui, voilà. Donc ça boostait quand même bien. Hein. Les instruments d'époque, c'est pas des petits machins tout cassés. Hein. Et la plupart du temps, c'est des copies. Ah d'accord. Laurence Equilbé, sur tout le contingent de chefs d'orchestre en France, seuls 8% sont des femmes. Je crois que la première, c'était Nadia Boulanger en 1912 qui avait dirigé un orchestre. Oui, comment se fait-il? Il y a quelque chose qui résiste dans les orchestres, dans les institutions, à laisser les femmes devenir des chefs comme vous? Je dirais que c'est un peu la caricature. Disons, dès que vous montez sur un podium, c'est valable aussi pour la mise en scène de théâtre, vous prenez la parole, c'est un geste un peu politique. Et donc on a les mêmes écarts que dans la politique. On aimait bien, d'ailleurs on a fait des quotas pour la politique parce que sinon ça ne pouvait pas avancer. Plus. Et c'est vrai que et les créatrices surtout ont très souvent été effacées par l'histoire alors qu'elles étaient formidables à leur époque. Ça c'est encore plus douloureux. Les interprètes ont dit bon, Struggle for Life. Vous pensez à Louise Ferenc? Oui, par exemple. Vous avez dirigé une symphonie numéro 2. Louise Ferenc, par exemple, c'est une compositrice française romantique. Dans le dictionnaire, elle était compositrice, professeure de piano au conservatoire. C'était une des premières profs de piano au conservatoire supérieur. Et à la fin du 19e, elle n'était plus que professeure. On avait gommé le fait qu'elle soit compositrice, ce qui est quand même très, très choquant pour des créateurs. Donc vous la ressuscitez régulièrement en dirigeant certaines de ses symphonies. Oui. On va évoquer avec vous, Laurence Equilbé, et avec Anna, une chanteuse lyrique qui a même pas 20 ans, vous voyez à peu près de qui on veut parler, et qui va représenter la France à l'Eurovision. Oui, elle s'appelle Monroe, elle est franco-américaine, 17 ans, et elle aura la lourde responsabilité de tenter de remporter l'Eurovision 2026, qui va se tenir dans 2 mois à Vienne, ce qui n'est plus arrivé pour la France depuis 1977. Alors sa participation doit encore être officialisée demain. En tout cas, la France mise tout sur cette soprano qu'on écoute.
Je rappelle qu'elle a remporté en 2025 le télécrochet de musique classique Prodige. Et sa particularité, c'est qu'elle mixe volontiers la pop et la musique classique. Et c'est d'ailleurs ce qui pourrait bien faire la différence. L'année dernière, le lauréat de l'Eurovision était un Autrichien passé par l'Opéra de Vienne avec un style musical qui mêlait opéra, pop et électro. Alors vous qui êtes plutôt adepte du mélange des genres, est-ce que vous pensez que c'est ça l'avenir de la musique classique et du chant lyrique, de fusionner avec de la pop ou de l'électro ? Oh, c'est toujours amusant les crosses, les projets cross comme ça. Moi-même, j'en ai fait un seul dans ma vie, mais avec de l'électronique. Et ça s'appelle Private Domain. C'était avec notamment Parawan, Émilie Simon et Murkoff. Enfin, c'était vraiment des petits chemins de traverse comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant en chemin de traverse. Mais après, il faut quand même rester dans sa matière principale, je pense. Voilà. Mais par contre, effectivement... Vous parlez de la jeunesse et de la musique classique, ça c'est un vrai débat. Nous, on s'en occupe beaucoup à la scène musicale. Pour faire venir des jeunes. Oui, tout à fait. Mais en fait, sur la jeunesse, nous, on a vraiment tout un programme. Alors, je ne vais pas tout vous dire ce qu'on fait, mais notamment, on a un club qui s'appelle Insulab pour les 16-28 ans. Et en fait, les jeunes, c'est un peu comme quand vous allez à une cérémonie avec un discours. En fait, les jeunes, ils vont se rappeler de la soirée dans son entier. Qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait pendant, qu'est-ce qu'il y avait après. Est-ce que l'œuvre me parle? Et donc, on leur fait tout un parcours comme ça pour des soirées qui sont vraiment choisies parce que c'est pas la peine de les emmener dans un concert qui va durer 3 heures où ils vont pas comprendre. Enfin, c'est très, très important. Cet aspect-là. Et vous avez un discours assez iconoclaste sur l'intelligence artificielle. Vous dites il ne faut pas en avoir peur pour la musique classique, c'est plutôt le manque de salles qui nous porte préjudice, pas l'intelligence artificielle. Vous ne la redoutez pas? Moi, non, pour l'instant, moi, je ferais volontiers un petit moratoire, voir comment ça se passe. Mais, ah bon? Mais après, après, je comprends très bien que les créateurs soient choqués qu'on utilise leur création. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Hein. Mais moi, je suis plutôt bord souple en ce qui concerne l'innovation. Je ne vais pas me raidir tout de suite d'un truc qui arrive. Donc, voilà. Mais c'est vrai, là, on parlait du manque de salles de concert en France. C'est déchirant, ça. Il n'y en a pas du tout assez. Là, récemment, j'étais dans une ville, une sous-préfecture. Il n'y a pas de salle de concert, une sous-préfecture quand même. Enfin, il y a 20 000 habitants quand même. Donc, il n'y a plus de moyens pour construire des salles de concert. Mais on fait une erreur fondamentale, je crois, parce que la musique classique, d'abord, le son, c'est vraiment ce qui est le plus fort développé quand vous naissez sur Terre. C'est vraiment un patrimoine immatériel colossal qui permet aussi d'épancher énormément de choses. On parlait des jeunes, pour les jeunes, par exemple. On peut y découvrir l'émotion, on peut découvrir un catharsis de colère. Enfin, avec la musique classique, on croise beaucoup d'émotions. Donc, ne pas offrir ça à des jeunes gens, c'est criminel, je pense. Beethoven, vous l'adorez parce qu'il était écologiste, humaniste et un des grands chantres de l'Europe. C'est ça qui vous retient par rapport à ce compositeur? C'était un utopiste et surtout, il pensait que les arts aideront l'humanité et je pense qu'il avait vraiment raison. Et on parlait de la jeunesse, c'est vrai qu'on a fait aussi un projet qui s'appelle Beethoven Wars avec le cinéaste Antonin Baudry qui a réalisé le film. Et ça, c'était Beethoven dans le manga et ça, c'est un des projets spécifiques qu'on avait fait pour la jeunesse. Et c'était la scène musicale de Boulogne, près de Paris, et c'était très spectaculaire. Merci Laurence Equilbet. 26-27 mars, précisément à la scène musicale La Messe en Si de Bach pour réjouir Émile Cioran et tous ceux qui aiment Jean-Sébastien Bach. Et vous dirigerez cette messe en si à Toulouse, notamment en avril et un peu partout en Europe. Merci d'être venu sur Arte. Dans 28 minutes, on va passer à notre débat qui n'a rien à voir. Les conséquences pour la Chine de l'embrasement du Moyen-Orient depuis samedi dernier. Approvisionnement en pétrole iranien, équilibrisme dans sa relation avec les États-Unis, la Russie et le Sud global, plus largement la Chine, qui entend devenir la première puissance mondiale d'ici 49, date anniversaire de la République populaire. Devra-t-elle revoir ses plans? On en parle après la mise au point d'Amira Swilem. C'est l'événement politique de l'année en Chine. Économie, défense, technologie. Pendant 2 jours à Pékin, parlementaires et cadres du Parti communiste chinois devisent des grandes orientations politiques du pays. Parmi les objectifs affichés, doubler d'ici 5 ans le PIB par habitant par rapport à 2020. Nous allons renforcer notre économie nationale afin de dynamiser l'économie intérieure et d'assurer des performances durables. Le projet de plan directeur souligne la nécessité d'accroître la consommation des ménages et de développer des investissements efficaces. Des objectifs de croissance qui viennent se heurter à la situation géopolitique. Avec la guerre au Moyen-Orient, les intérêts chinois sont touchés de plein fouet. C'est plus de la moitié des approvisionnements chinois en hydrocarbures qui transitent par le détroit d'Ormuz, épicentre actuel des tensions. La Chine exhorte tous les acteurs à stopper les opérations militaires, éviter toute nouvelle escalade, assurer la sécurité du détroit d'Ormuz et éviter toute conséquence sur l'économie globale.
Une réaction officielle qui reste assez timide à ce stade, d'autant que les exportations chinoises vers le Golfe pâtissent aussi de la situation au Moyen-Orient. Vu de Washington en tout cas, Pékin ne semble pas vraiment entrer dans l'équation iranienne. Quel est votre message aux alliés de l'Iran, à savoir la Russie et la Chine, qui ont appelé à un cessez-le-feu immédiat ? Je n'ai pas de message à leur adresser. Et ils ne sont pas vraiment un facteur déterminant. Notre problème n'est pas avec eux. Cela concerne les ambitions nucléaires de l'Iran. Alors, la Chine est-elle hors jeu ou attentiste au Moyen-Orient ces jours-ci? La guerre contre l'Iran peut-elle être considérée comme un affront diplomatique pour Pékin? La Chine va-t-elle devoir revoir ses partenariats et ses plans? Nos trois invités sont donc Stéphanie Balme, bonsoir, politologue, spécialiste de la Chine et directrice du Centre de recherche internationale de CERI de Sciences Po et du CNRS. Selon vous, les conséquences de cette guerre peuvent être graves pour les approvisionnements énergétiques de la Chine, mais vous ajoutez, elle a des réserves et il y a toujours à Pékin l'idée d'utiliser les crises comme de nouvelles opportunités. À côté de vous, Emmanuel Véron, bonsoir. Bonsoir. Géographe, chercheur associé à l'INALCO, spécialiste de la Chine. Selon vous, la guerre au Moyen-Orient déclenchée depuis samedi ne va pas affaiblir la Chine, ni à court ni à moyen terme. C'est notamment ce qui explique que les Chinois ne surréagissent pas depuis samedi à ce qui se passe. Ils attendent de voir comment la situation va évoluer. Et à côté de vous, Anthony Dufour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisateur, journaliste, ancien correspondant en Asie. Vous êtes rentré définitivement en 2019. Vous avez réalisé plusieurs documentaires sur la Chine. Selon vous, ce n'est pas facile d'être un partenaire de la Chine parce qu'on voit que cela n'offre aucune garantie, notamment militaire. Le régime chinois recherche avant tout à préserver ses propres intérêts. Et on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin. Oui, la Chine va augmenter de 7% son budget de défense cette année, donc en 2026, plus donc que son taux de croissance économique attendu. Pékin prévoit de dépenser l'équivalent de 238 milliards d'euros, ce qui peut sembler important, mais qui reste 3 fois moins que le budget américain. Stéphanie Balme, est-ce que la situation en Iran peut expliquer cette augmentation de 7% ou c'était déjà prévu par le régime chinois? Oui, non, ça n'a absolument rien à voir. D'accord. Et en fait, on savait que ce serait ce chiffre-là dès le mois de décembre. D'accord. En fait, il y a eu, et puis les déclarations qui ont été faites aujourd'hui par le Premier ministre chinois ont confirmé à la virgule près tous les pronostics en fait, que nous avions faits, nous les spécialistes de la Chine. Non, ça n'a absolument rien à voir. Et par ailleurs, cette augmentation, elle est constante depuis des années. Et je trouve qu'il y a un autre chiffre qui est passionnant quand même et qui devrait nous faire réfléchir, c'est le niveau de recherche et développement et l'augmentation en fait des investissements en recherche par rapport au PNB qui reste le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. C'est combien? Et qui explique 2,8 et qui explique très clairement la puissance technologique chinoise et son affirmation aujourd'hui dans le monde. Emmanuel Véron, cette attaque de l'Iran par les États-Unis, comment elle a été perçue par les Chinois? Comme un affront de plus? Ils sont proches des Iraniens, ils ont été proches des Vénézuéliens, c'est un affront supplémentaire après ce qui s'est passé avec Maduro? Indéniablement, oui. C'est un affront, c'est plus qu'une entaille, c'est un coup d'épingle assez significatif dans les dispositifs déployés par la Chine dans le cadre des fameuses routes de la soie dont on entend parler depuis au moins une grosse dizaine d'années, notamment au Moyen-Orient, notamment en Asie centrale, et notamment dans le cadre du partenariat renforcé entre l'Iran et la Chine, déployé depuis la période Covid et après, 2021, d'un fameux partenariat stratégique renforcé portant à 400 milliards de dollars pour une grosse vingtaine d'années, une génération portant sur des technologies, portant sur des sujets, notamment les technologies qui ont été utiles dans les reconnaissances et techniques policières pour les répressions iraniennes sur sa population au mois de janvier et avant, sur des sujets énergétiques. Et rapidement, on va le rappeler, mais 90% de ce qui est produit et vendu par l'Iran en matière pétrolière est vendu au seul client chinois, ce qui fait qu'on a ce renforcement de la dépendance de l'Iran vis-à-vis de la Chine. L'Iran a plus besoin de la Chine que l'inverse, mais dans la stratégie chinoise au Moyen-Orient, la Chine a cherché à quelque part faire une sorte de pièce maîtresse de l'Iran au Moyen-Orient, dans sa géopolitique, dans sa stratégie. Anthony Dufour, le silence assourdissant de Xi Jinping depuis samedi s'explique donc par un attentisme prudent. Et s'explique aussi parce qu'on attend Donald Trump à la fin du mois qui doit se rendre à Pékin. Et il y a une forme de politesse finalement dans la réponse chinoise. Tous les jours, au-dessus de Taïwan, des avions de l'armée populaire de libération volent au-dessus des îles taïwanaises pour en permanence agiter l'urgence auprès de la population taïwanaise. Depuis samedi, aucun avion chinois n'a volé au-dessus de Taïwan. C'est la première fois depuis 3 ans. Et ça n'est pas un hasard. Alors, on ne peut pas y faire directement un lien avec la crise iranienne, mais le fait que Donald Trump arrive à la fin du mois à Pékin, on voit qu'on prépare, sans réagir
trop fermement à ce qui se passe en Iran et en étant très calme militairement dans la zone Asie-Pacifique. On va voir ce que dit la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine soutient l'Iran dans la défense de sa souveraineté, de sa sécurité, de son intégrité territoriale et de sa dignité nationale. Stéphanie Balm, pour autant, on ne peut pas imaginer qu'il y aurait une intervention militaire directe ou indirecte, c'est-à-dire une aide militaire de la Chine à l'Iran, ou si, dans sa réplique aux États-Unis. Ça paraît... Ce serait très étonnant. Enfin, évidemment, il faut réfléchir à tous les scénarios possibles, mais ce serait très étonnant. Bon, en fait, la Chine n'a pas réagi quand même. Et la Chine a réagi en expliquant qu'il fallait revenir des règles de multilatéralisme, de paix, a rappelé qu'ils étaient probablement le seul pays qui pouvait garantir des propositions de paix dans la région, à la fois sur le conflit israélo-palestinien, à la fois vis-à-vis de l'Iran. La Chine se pose en faiseur de paix. Se pose en faiseur de paix, mais toujours de manière extrêmement abstraite et avec dans des termes qui sont très peu concrets. Et en fait, sa réponse est de dire on est une puissance économique et on vient créer du développement. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que cette Pax Sinica des pays de la route de la soie n'a jamais été fait partie. Enfin, il n'y a jamais eu une dimension militaire à cette Pax Sinica. Donc, en fait, ce n'est pas étonnant pour l'Iran que la Chine ne réagisse pas de manière militaire. Il n'y a absolument aucune attente par rapport à ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Venezuela aussi. Par contre, ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est à la fois le Venezuela et ce qui se passe maintenant pose la question du positionnement vraiment international de la Chine dans le monde. C'est-à-dire quel type de puissance devient la Chine. Et par ailleurs, pour la Chine, ce qui est un vrai problème, c'est que Trump positionne la Chine, c'est la projection de puissance par l'économie et par le militaire. Donc il y a aussi un conflit sino-américain à travers ces guerres-là. Et voilà. Mais enfin, en tout cas, l'Iran n'attendait pas d'intervention militaire de la Chine. Pour autant, Anthony Faure, est-ce qu'il y a des va-t-en-guerre comme dans le régime chinois actuel, plus que Xi Jinping, des gens qui veulent aider davantage militairement l'Iran, qui veulent rentrer en confrontation plus directe avec les États-Unis ou pas? Alors, on a envie de leur conseiller de ne pas forcément aller contre la volonté de Xi Jinping en ce moment. Parce qu'il y a des purges. Il y en a eu, il y en aura. Il y en a eu une il y a quelques semaines au haut de l'armée. Hauts responsables de l'armée populaire qui ont été purgés, qui ne sont pas depuis ce matin à l'Assemblée nationale populaire. Donc on a envie de leur conseiller de garder la ligne. Et encore une fois, les intérêts chinois ne sont pas mesurés à une réaction épidermique ou stratégique à quelques jours. On voit loin, là on est en train de discuter du 15e plan quinquennal. C'est la longue distance, c'est la longue durée qui les motive. Et donc évidemment, les choix qui vont être faits aujourd'hui sont des choix qui doivent inspirer la puissance chinoise à long terme. Emmanuel Véron, le point commun entre l'Iran et la Chine, c'est quand même d'avoir une ligne plutôt anti-occidentale, non ? Absolument. Et ce sujet-là, c'est considérablement renforcé, un petit peu avant la période Covid, pendant la période Covid et après. Et c'est notamment l'idée de ce renforcement du partenariat depuis 2021 qu'on évoquait, mais aussi avec l'aide et le soutien, en fait, presque même propulsé, encouragé, encadré par la Chine, de l'intégration dans des mécanismes internationaux de l'Iran au sein des BRICS, au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui sont précisément des organisations internationales non occidentales, où le club occidental est à la porte, est à l'extérieur, il ne siège pas dans la pièce des discussions et éventuellement des accords. Donc il y a vraiment ce renforcement, on ne peut pas dire d'axe, mais en tout cas de cette relation dite stratégique, qui est un sujet important pour les équilibres au Moyen-Orient et qui traduit ce que vous disiez, ce qui traduit indirectement en fait que dans cette affaire militaire au Moyen-Orient, en Iran, il y a d'un côté les objectifs politiques et militaires israéliens, qui se superposent en partie avec les objectifs américains, mais surtout une traduction de la rivalité sino-américaine au Moyen-Orient sur l'Iran. Autrement dit, c'est une manière pour Trump d'affirmer la puissance militaire, technologique, diplomatique, et de donner des coups d'entaille, même un peu plus, dans sa relation, en tout cas de position chinoise au Moyen-Orient. Oui, juste une précision sur le nucléaire. Il y a eu des envois de matériaux chinois en Iran. On a entendu ça pour la confection d'une bombe atomique ou pas du tout? C'est important, vous avez tout à fait raison de demander de préciser le sujet. De matériaux officiels, etc., a priori, non, ce n'est pas le sujet. En revanche, et c'est factuellement avéré, à travers différents canaux qui sont tout à fait structurés et solides, d'envoi de produits de perchlorate de sodium qui rentrent dans la composition de la propulsion de missiles balistiques. Donc la Chine participe, dans le cadre de ses relations militaires, coopération militaire avec l'Iran, à renforcer l'arsenal balistique mais pas iranien. D'accord, rien à voir avec le nucléaire, d'accord. Alors il y a eu la fermeture du détroit d'Ormuz, la guerre a eu du coup un impact direct sur l'économie chinoise et ceux qui la font. Écoutez ce marin qui travaille dans la marine marchande chinoise justement.
不是，就是商船，就是在运原油的石油公司，就在船上运原油。就比如说现在中东那边不是打仗嘛，然后对我们公司也有影响，那边好多船过不去嘛，然后就是相当于，我们就上船机会就少了，就这样。Stéphanie Bam, les conséquences sont très inquiétantes pour l'économie chinoise ou pas, notamment sur l'approvisionnement en pétrole, on l'a beaucoup entendu. Alors elles sont inquiétantes, d'autant plus qu'avec la succession des crises, oui. La question des stocks chinois va véritablement être un problème assez rapide. Mais là, on touche au cœur du problème. C'est-à-dire qu'il y a un lien très fort entre l'équilibre interne de la Chine et la situation internationale. Et ce qui inquiète Xi Jinping et les opposants à Xi Jinping, c'est que ces effets-là aient des conséquences directes sur la qualité de la vie des citoyens chinois. À un moment qui est celui de l'Assemblée nationale populaire. Et donc, en fait, par rapport à la question que vous posiez avant, c'est-à-dire que je pense, de manière générale, la politique étrangère de Xi Jinping est relativement adoubée par le Parti communiste chinois, pour autant que Xi Jinping arrive à mener des accords avec les Américains. Et en fait, il y arrive assez bien. La relation sino-américaine ne sont pas si mauvaises que ça. En revanche, les conséquences en interne de la dégradation de la position chinoise, c'est ça qui pose problème. Et là, les va-t-en-guerre en Chine peuvent considérer qu'il faut passer à un niveau plus idéologique et plus fort. Juste pour revenir à la question du pétrole, 13% du pétrole importé par la Chine vient d'Iran. C'est quand même un problème. Oui, le fait de ne pas avoir ces 13% à disposition. 30% du gaz chinois vient du Qatar. Oui. Donc tout ce qui passe par le détroit d'Ormuz, est bloqué. Quoi qu'il arrive, oui, est bloqué. Ouais. Et on a entendu d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, qui a eu des mots très durs sur l'intervention américaine, évidemment, mais qui en même temps invitait l'Iran à ne pas s'en prendre à ses voisins et à toute la région pour permettre à ses alliés asiatiques notamment, ou en tous les cas à ses clients asiatiques, de continuer à être approvisionnés. Alors on va évoquer avec vous trois le fait qu'au Moyen-Orient, la Chine entretient des liens économiques avec l'Iran, mais aussi avec les pays du Golfe, les fameuses pétromonarchies. Oui, ces dernières années, pas que le pétrole. Exactement, la Chine a multiplié ses investissements dans les pays du Golfe et notamment dans les infrastructures maritimes. Le port de Khalifa à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis en est l'exemple le plus parlant. La Chine a en effet injecté plus d'1 milliard de dollars dans la zone industrielle attenante via des entreprises de logistique et de maintenance, de manutention. Ce hub maritime va donc lui permettre de sécuriser ses approvisionnements dans le cadre de ces nouvelles routes de la soie. Mais ce n'est pas tout. Le sous-sol d'Arabie Saoudite regorge de ressources qui intéressent particulièrement la Chine, de l'or, du cuivre et même des terres rares. Il y a 3 ans, Pékin et Riyad ont donc signé des accords d'investissement pour 10 milliards de dollars, parmi lesquels un projet d'exploitation minière de cuivre et la construction d'une usine de fer en Arabie Saoudite. Et puis plus récemment, c'était à la mi-décembre, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a effectué une tournée au Moyen-Orient, aux Émirats, en Jordanie et en Arabie Saoudite, dans le but justement d'approfondir ces partenariats dans l'énergie, les infrastructures, mais aussi les nouvelles technologies. Et la Chine espère bientôt arriver à signer rapidement un accord de libre-échange avec tous ces pays du Golfe. Emmanuel Véron, est-ce que cette instabilité actuelle dans la région à cause de l'Iran et des États-Unis d'Israël va mettre à mal les intérêts économiques de la Chine dans ces pays du Golfe? À court et moyen terme, indéniablement. Pour des raisons simplement factuelles de rencontres, d'organisations bilatérales ou multilatérales avec les différents pays du Golfe, différents pays arabo-musulmans de la zone. Et puis à moyen terme, il y a un sujet qui est celui de l'entreprise américaine de reprendre position avec le son du canon, si je puis dire, et de la posture militaro-industrielle au Moyen-Orient, et montrant la réalité de la puissance chinoise qui est en fait ne volant pas au secours de son supposé allié. La Chine n'a pas d'allié, c'est un partenaire, l'Iran, mais qui, et vous l'avez rappelé à juste titre, donnant du lustre à cette entreprise chinoise depuis 10 ans, 20 ans, de démultiplier les partenariats, démultiplier les sources d'approvisionnement pour ne pas être trop dépendant justement de cette supposée pièce maîtresse en cas de crise, ce qui est actuellement le cas au Moyen-Orient vis-à-vis de l'Iran. Et donc, il faut le rappeler, l'œuvre assez discrète des diplomates Wang Yi en tête, ministre des Affaires étrangères chinois avec l'ensemble des pays de la zone, est de amener à une forme potentielle de médiation chinoise. Pourquoi ? Pour débloquer la situation à Hormuz. 45% des produits pétroliers qui sortent du Moyen-Orient vont à destination
de la Chine, enfin tout ce qu'elle importe du Moyen-Orient, c'est 45%, c'est colossal. Et en échange, c'est des produits bien manufacturés à travers ces différents sujets commerciaux que la Chine exporte vers ces pays du Moyen-Orient. Vous avez dit un mot, la Chine n'a pas d'alliés, Anthony Dufour, ça veut dire quoi? Il n'y a que des partenariats, du pragmatisme au gré des nécessités, des besoins La Chine fait des routes. Alors elle a un allié, c'est la Corée du Nord, c'est le seul avec lequel il y a un engagement de défense réciproque, mais effectivement avec les autres, ça n'engage à rien. On voit bien qu'à Caracas, il ne s'est rien passé, à Téhéran non plus. Non, la Chine veut d'abord sécuriser ses intérêts et ses approvisionnements. Donc c'est sa boussole et elle veut le faire sur un temps extrêmement long. Il n'y a pas aujourd'hui d'autres agendas du côté chinois. Tout ça pour préserver évidemment la tranquillité intérieure, parce que c'est la grande boussole des dirigeants chinois. Ouais. Stéphane, c'est d'autant plus important ce marché-là et ces échanges que vous le disiez, le marché intérieur chinois est en petite forme. Donc il y a vraiment un atout incontestable. Il faut commercer avec eux. Oui, alors l'idée d'avoir des partenariats dépolitisés, c'est pas inintéressant dans le monde d'aujourd'hui aussi, face à des États-Unis qui sont pas très visibles, enfin dont la politique est pas très lisible, etc. Donc c'est pas, y a quand même quelque chose d'assez intéressant qu'essaye de faire la Chine dans l'idée de construire des alliances qui sont dépolitisées dans des espaces géopolitiques qui sont ultra politisés comme le Proche et le Moyen-Orient. Parce que moi, ce que je trouve, vous dites qu'elle a des alliés. Je dirais surtout que si on pense à l'Iran aujourd'hui, l'Iran est dans une logique de dépendance vis-à-vis de la Chine. Donc il y a les conséquences pour la Chine, mais il y a les conséquences pour l'Iran aujourd'hui. Et donc en fait, beaucoup de pays ont besoin de la Chine. Et ce que construit la Chine, c'est de la dépendance vis-à-vis de ces pays. Donc ça, c'est ça, la route de la soie. Les routes de la soie, c'est ça aussi, créer des dépendances de type économique et géoéconomique. Une petite nuance sur le sujet irano-chinois, c'est en fait dépendance vis-à-vis de la Chine des gardiens de la Révolution, qui ont accru leur relation à la Chine dans les logiques illicites et illicites, légales et illégales, des mollahs, etc., plus que du pays dans son ensemble. Voilà, simplement, oui, enfin en termes de consommation, je veux dire, pour l'un des rares pays qui permettait quand même à la population iranienne de pouvoir contourner un peu les sanctions économiques et qui pouvait aider, c'était la Chine. Bon. Donc même du point de vue de la population iranienne, cet arrêt du commerce avec la Chine pourrait avoir potentiellement des effets importants. Avançons, gardons du temps pour évoquer la Chine qui voit loin, qui voit à long terme. Précisément, l'ambition de la Chine, c'est de devenir d'ici 2049 la première puissance mondiale. Et regardez, ça c'est l'objet de notre archive, un objectif qu'elle prépare depuis plusieurs décennies, depuis des générations. On est en 85 et sous le règne de Deng Xiaoping. Shenzhen, en Chine méridionale, c'est le symbole de l'ouverture de la Chine. Depuis 1978, cette bourgade endormie pendant des siècles s'est transformée en grande ville. La population s'est multipliée par 10. Les immeubles poussent comme des champignons. La raison ? Shenzhen est l'une des 4 zones économiques que Deng Xiaoping a fait créer. La modernisation, a dit Deng, c'est la deuxième révolution de la Chine. Communisme et capitalisme se sont fiancés. Pour les 800 millions de paysans aussi, le changement n'est pas un vain mot. Enrichissez-vous, leur a dit une directive du gouvernement l'an dernier. Dans 3 générations, quand la Chine populaire fêtera son 100e anniversaire, la Chine sera l'une des nations les plus prospères et les plus puissantes du monde, affirment les dirigeants chinois. Les objectifs étaient déjà très ambitieux à l'époque, Anthony Dufour. L'un des objectifs qui vient d'être annoncé par les Chinois, c'est de doubler le PIB par habitant en 2030 par rapport à 2020. Est-ce que ce qui se passe en Iran actuellement peut remettre en question cette ambition ? Alors l'avantage quand vous faites des prédiction à si long terme, c'est qu'il n'y a pas un contrôle immédiat. À très court terme, on voit qu'il y a une forme de modestie des prévisions économiques chinoises. C'est le plus, je crois lors de l'Assemblée populaire, ils ont annoncé à peu près un 5,5, 4,5 peut-être. Donc, en tout cas, c'est le plus petit chiffre. Oui, le croissance, c'est le plus petit chiffre depuis 35 ans. Et le chômage des jeunes est considérable, 18%, c'est ça, explose. Absolument. Donc on voit qu'à court terme, il y a des difficultés. Ce qui permet de maintenir le grand rêve chinois, c'est aussi une forme de manière d'unifier la population autour d'un projet qui reste solide, et le parti continue de l'incarner. Vous nous rappelez pourquoi 2049 ? C'est une date, c'est le centenaire de la République populaire de Chine. Et donc c'est une date symbolique depuis la création de la République populaire. Stéphanie Balm, l'objectif c'est toujours d'être la première puissance mondiale. C'est ça quand même, les Chinois veulent d'ici 2049. Pas dans les termes de l'hégémonisme américain. Pas comme le diraient les Indiens, pas comme le dirait l'Inde. Oui, ni comme le dirait Modi. Mais je pense que c'est peut-être un moment de réflexion important pour nous, cette Assemblée nationale populaire, parce que moi je trouve la Chine quand même très fragilisée
la Chine, le système politique chinois très fragilisé. On a parlé des purges politiques récentes, des militaires de ce niveau-là, à ce rang-là. C'est jamais vu depuis. Vous voulez dire que c'est un régime fébrile qui fait des purges de cette ampleur? En tout cas, c'est ce qu'on peut lire, parce que la difficulté, vous pouvez l'imaginer, de faire des recherches dans la boîte noire du système politique chinois, c'est quand même intéressant. Mais ce que ça veut dire, c'est que le parti tient à réaffirmer et de redire à son armée que ceux qui ont le pouvoir, c'est le parti, c'est pas l'armée, c'est pas ceux qui tiennent justement les canons et qui pourraient réfléchir à un coup d'État. Est-ce que ça veut dire que des choses se préparaient? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut jamais oublier qu'il y a un spectre très large d'opinions politiques au sein du Parti communiste chinois et qu'il y a et que Xi Jinping est sur le point de recommencer un 4e mandat et qu'en fait, ce régime politique n'a pas pensé la succession post-Xi Jinping et donc il est face à une grande fragilité. Voilà, ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Corroboré. Oui, fragilité économique, indéniablement. Le vieillissement de la population, qui ne fait que s'épaissir, si je puis dire. En tout cas, de la pyramide des âges vers le haut. Un découragement de la jeunesse, en plus du chômage, une difficulté à se réaliser, pas d'horizon véritablement désirable. Et puis, des problématiques structurelles et conjoncturelles liées à la Chine elle-même. Crise de l'immobilier qui n'en finit plus et qui est insoluble. C'est combien de dizaines de pourcents du PIB chinois, fondamentalement, l'activité immobilière en Chine, c'est colossal, c'est important. Et puis endettement local, endettement privé, endettement public, etc. Bref, un faisceau d'éléments qui montrent que l'économie chinoise n'est pas aussi vigoureuse qu'on aimerait le voir à Pékin, et qui, dans la logique de rivalité avec les États-Unis, vient s'accroître, et notamment de cette affaire de guerre au Moyen-Orient, de sanctions sur les technologies, de difficultés sur les technologies, la rivalité sino-américaine. Mais en même temps, Anthony Dufourcy, le conflit s'enlise au Moyen-Orient. On ne sait pas où ça va. Est-ce que ce sera malgré tout une victoire politique pour Pékin face à l'aventurisme américain, en quelque part? C'est comme ça qu'il se positionne depuis quelques mois face à Trump. Oui. Nous sommes la stabilité. C'est très étonnant à deux points de vue. Je trouve que d'abord, le discours diplomatique chinois évolue de manière incroyable. Il y a quelques mois, vous savez, c'était les loups guerriers, ces diplomates qui étaient hyper agressifs. Les prises de position du ministère des Affaires étrangères étaient en permanence anti-Occident. Et là, vous avez un appel à l'ordre international. On est passé du loup guerrier à l'agneau légaliste. Donc, on a un changement de ton complet. Et puis, il y a peut-être aussi une petite fenêtre d'opportunité. Quand vous êtes à Pékin, vous voyez que les Américains ont déplacé une bonne partie de leurs moyens militaires vers le Moyen-Orient. Leur centre d'intérêt est en train d'évoluer. Il n'y a plus qu'un seul groupe aéronaval américain en Asie-Pacifique et il est en maintenance dans le port de Yokosuka au Japon. Alors, à court terme, ça veut dire que Taïwan est beaucoup plus fragile? Non, dans les prochains jours, il ne va rien se passer sur Taïwan, mais à long terme, ce redéploiement des moyens, s'il devait se solidifier, on va pas provoquer en ce moment du côté chinois. On va dire c'est très bien, laissons les choses continuer à prospérer dans ce sens-là. Très bien. Eh bien, écoutez, ce sera la chute et la conclusion. Votre image des loups guerriers et de l'agneau légaliste est magnifique. On va la reprendre. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau, bien sûr. Les retrouvailles sont annoncées et elles rendent tout le monde fébrile entre Peugeot et le club de foot FC Sochaux-Montbéliard. Et du nouveau, d'un point de vue scientifique, sur le syndrome du cerveau embrumé chez les femmes enceintes. Mais d'abord, mot vedette du jour, c'est YouTube. Car YouTube entre au musée à Londres, c'est entendu. 25-year-old YouTube co-founder. Avec l'aide de YouTube, la première publiée sur YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. YouTube, nom commercial composé de l'anglais you, toi, et tube, terme nord-américain familier pour télévision, traduisible par le poste, désigne la plateforme de partage vidéo fondée en 2005 qui rassemble chaque mois un tiers de l'humanité. Le 18 février, un grand musée londonien a acquis la première vidéo YouTube. Dans le cadre de sa collection permanente, Design 1900 aujourd'hui, le plus grand musée d'art décoratif et de design au monde présente une reconstitution de la page web YouTube du 23 avril 2005, jour de la mise en ligne de sa première vidéo. 19 secondes d'un homme de 25 ans au zoo, admiratif des trompes d'éléphants derrière lui. Le type n'est autre que l'un des 3 fondateurs de YouTube, un ex de PayPal. La légende veut qu'ayant loupé la finale du championnat de football américain en 2004, année érotique où la chanteuse de la mi-temps a accidentellement laissé entrevoir son aréole, le nerd ait eu l'idée d'une plateforme vidéo où le monde entier pourrait voir et revoir le téton furtif.
riche idée. Google rachetait YouTube l'année suivante pour 1,65 milliard de dollars. Et 20 ans plus tard, la plateforme est le deuxième site web le plus visité au monde, juste derrière Google, et génère 60 milliards de revenus. Pour sa partie française, l'hébergeur revendique 24 000 emplois directs et indirects. Début 2025, son patron américain a plastronné « YouTube est la nouvelle télévision ». En France, sites et applis ont dépassé les chaînes de télé qui toutes s'installent sur la plateforme, y compris Arte, dont les fans ont en moyenne 65 ans devant leur poste et 35 ans sur sa vingtaine de chaînes YouTube. N'empêche, c'est YouTube qui est au musée, pas la télé. Nous, peut-être un jour au musée, on verra. Au musée Grévin, allez savoir, toute l'équipe. Marie-Xavier, retour de vos chroniques. Alors, cher Xavier, ce sont de belles retrouvailles, paraît-il, 11 ans après avoir vendu le football club Sochaux, Montbéliard. Mais quelle honte. Peugeot redevient le sponsor de ce club mythique. Et renoue avec son passé. Il est mythique, le club. Oui, authentiquement, oui. Elisabeth. C'est à l'été 1928 qu'est créé le Football Club Sochaux. Alors ici, nous avons l'impulsion évidente de l'entreprise Peugeot, les automobiles, et de son patron d'alors, Jean-Pierre Peugeot. Il prend la décision, d'ailleurs, l'année même où il prend la tête de l'entreprise, à la suite de son père, Robert, qui, 16 ans plus tôt, en 1912, avait fait le choix de ce site entre Sochaux et Montbéliard, en Franche-Comté, avec déjà le signe du lion pour Peugeot. Et pourquoi le football, comme disait ma grand-mère jurassienne? Football. Il existait évidemment des équipes de football avant que ce club soit créé dans la région autour de Montbéliard. Vous savez, dans ce vaste mouvement associatif sportif qui marque la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, parce que, faut le rappeler, le sport tel que nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire des règles, des compétitions, c'est quelque chose de très récent. Ça apparaît dans les années 1860, ça se structure et ça éclate vraiment toute fin 19e et début du 20e siècle, avec, au début du 20e siècle, le sport vraiment roi le plus populaire, c'est le cyclisme. Le Tour de France est fondé en 1903. D'ailleurs, remarquez au passage que la famille Peugeot se fait connaître avant les automobiles en fabriquant des bicyclettes. Et ça, Jean-Pierre Peugeot, il voit très bien les évolutions, il observe tout ce qui se passe dans la société. Il constate l'engouement autour de ce sport de plus en plus présent. C'est le football, présent dans les loisirs, présent dans les conversations. La Coupe de France de football est créée en 1917, la première a lieu en 1918 et la presse en parle énormément. Mais voilà une excellente occasion de faire parler de Peugeot et de son lion. Et c'est pour ça que tout de suite, il se dit, il y a quelque chose à jouer, ça donne une image positive, le football. Cette image positive, parce qu'il y a l'esprit d'équipe, il y a la gagne aussi, puis pourquoi pas, pas l'écarter, un intérêt personnel. Donc Jean-Pierre Peugeot soutient un projet qui est porté par des gens de chez lui, de chez Peugeot. Vous avez Louis Maillard-Sarlin qui est un carrossier, enfin il travaille dans la carrosserie chez Peugeot. Vous avez un Maurice Bailly aussi, c'est un chef de service. Et le patron de Peugeot les soutient, mais il décide d'y mettre de l'argent, beaucoup d'argent. On est à un moment où le sport et le football ne se conçoivent que de manière amateur. L'amateurisme avant tout. Non, mais là c'est professionnel. Et c'est assumé quand d'autres font du professionnalisme un petit peu caché, hypocrite. Non, on y va, professionnel. Et c'est ça, cette force. C'est le côté professionnel et à la fois populaire. C'est ce monde ouvrier avec d'authentiques vedettes. Et il est certain que Jean-Pierre Peugeot s'est dit Lyon, tout ça. Ah oui. Ah, vous l'avez bien sûr, et Sochaux, c'est hot. Bon, ok. Alors Marie, une étude d'une ampleur inédite, c'est une étude scientifique, n'est-ce pas, s'intéresse à ce qu'on appelle le brouillard mental ressenti par certaines femmes enceintes. Oui, c'est un cliché assez classique sur la matrescence. C'est un mot savant que j'avais envie de placer. La matrescence, c'est cette période de transition vers la maternité. Alors, on a souvent l'image d'une future mère distraite, voire totalement à côté de ses pompes, qui oublie tout, ses clés sur la porte, de fermer le gaz et le prénom du chien. Alors, certains appellent ça le cerveau de bébé, le baby brain. Sauf qu'au-delà d'une vague connaissance empirique, de témoignages, mais on n'avait pas les billes scientifiques pour déjà attester la réalité de ce phénomène et puis essayer de le comprendre. Peut-être la faute à un léger biais sexiste dans la recherche médicale qui rechigne à étudier vraiment les femmes qui ne sont après tout que 140 millions à tomber enceinte chaque année dans le monde, c'est rien. Le biais sexiste, c'est pas moi qui le dis pour une fois, c'est un neurobiologiste barcelonais qui s'appelle Oscar Villarroya,
qui s'est aperçu avec stupeur qu'il est à peu près le seul à s'intéresser au fameux baby brain à la fin des années 2000. Bon, aujourd'hui, lui et son équipe sont à la tête de la plus vaste étude sur le sujet. Ils ont scanné le cerveau de 127 femmes avant, pendant, après la grossesse. Et ils l'ont comparé à ceux d'une cinquantaine de femmes pas enceintes. Résultat, perte de 5% de matière grise en moyenne pendant la grossesse. Quand même. Ça revient après, pendant les 6 mois après, mais jamais complètement. La matière grise, c'est la partie du cerveau qui est remplie de nerfs et qui traite les informations et les émotions. C'est très important. Cependant, je vous vois venir, attention, n'allez pas en conclure... Il fallait adopter. Non, mais n'allez pas en conclure qu'une femme enceinte est un humain diminué. Oui, c'est ça. En biologie, comme dans la vie, on constate parfois que moins, ça fait plus. Ça, c'est la professeure Carmona qui a participé à l'étude qui l'explique. Elle utilise une métaphore intéressante. Elle dit c'est comme quand on élague un arbre. On enlève certaines branches, mais c'est pour mieux se développer après. Et là, le cerveau de la femme enceinte, il va se recabler différemment. Et alors, certes, il y a souvent un petit déficit de mémoire, mais à côté, elle va acquérir des nouvelles compétences pour s'occuper de l'enfant. D'ailleurs, cette étude montre une corrélation entre la quantité de matière grise perdue et la force du lien, la puissance du lien qui unit la mère à son bébé. Alors, évidemment, ce sont des pistes, les recherches ne sont pas finies, il reste encore plein de choses à faire pour établir une vraie carte neurologique détaillée du cerveau de la femme enceinte. Et c'est crucial, ces recherches, notamment pour soigner la fameuse dépression postpartum, qui est encore très mal comprise par les scientifiques. Merci de toutes ces précisions, Marie. Merci à tous. Écoutez, demain à 20h05, le club, présenté par Benjamin Papillon-Sportouche, ici présent, avec maestria, comme toujours. On se retrouve lundi. Tchuss.